to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer l'œuvre de John Carpenter parce que l'invité principal, Romain Rimbaud, il a pris les contrôles de Microciné et il souhaitait en tout cas utiliser cet espace pour pouvoir dialoguer avec d'autres de ses confrères. Et hier, vous aviez Artopolis, Nicolas, aka de la chaîne Artopolis, avec qui on avait discuté, on avait discuté avec lui autour du film New York 1997, Paysan 1981 pour le coup. Et aujourd'hui, deuxième émission, c'est Jules Melon, que vous connaissez très bien, pas parce qu'il est venu 2-3 fois sur la chaîne, parce que déjà il était là bien avant moi et il a une chaîne YouTube. Ça c'est important. Vous avez tout ce qu'il faut dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir. Vous avez l'outrecuidance de ne pas connaître Jules Melon. Et Jules Melon donc est là avec un film de Carpenter qu'il a choisi. Il va nous en parler d'ici 5 minutes. Mais et bien évidemment Romain Rimbaud qui est aussi youtubeur, c'est comme ça, c'est faut le savoir. Et, et dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour vous rendre sur sa chaîne aussi. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes très heureux d'être là. Très content d'être là. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé, Romain? Pourquoi tu as choisi Jules Melon? C'est la question la plus difficile comme hier soir, hein, toujours. Je crois que c'est la plus difficile. Il y a plusieurs raisons parce que il fait un peu, pour moi, il fait partie de ma famille YouTube. Alors, je t'ai dit, j'étais youtubeur. Ouais, c'est la première fois qu'on dit que je suis youtubeur. Vraiment, c'est rare quand j'entends ce mot-là. Donc c'est bien. C'est un peu ce côté un petit peu du petit YouTube underground que j'aime bien. Et je pense qu'on a commencé à peu près en même temps. Je crois que c'était un tout petit peu avant moi. Alors moi j'aime. Alors au début je vais faire un truc qui paraît un peu critique, mais c'est pour justement amplifier en fait la qualité de Julien. Je déteste grossièrement la critique à chaud. C'est un truc que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Et je crois que tu es la seule. Et pour moi c'est pas la moitié d'un putain de compliment. Tu es la seule personne que j'arrive à suivre qui fait ce qu'on peut considérer comme étant des critiques à chaud, parce que je trouve que tu as l'humilité, ce qui n'est pas le cas de tous les youtubeurs, justement, de reconnaître un petit peu les limites qu'il peut y avoir dans cet exercice-là. Et en même temps, ce que je trouve très fort, c'est que le nombre que tu en fais, qui est hallucinant, tu as réussi à acquérir un savoir-faire que je trouve extrêmement intéressant dans cet exercice-là, que beaucoup, je parle de youtubeurs beaucoup plus importants, devraient t'envier, parce que tu as un vrai savoir-faire dans cette approche-là. Je trouve qu'il y a des fois, moi, je suis impressionné par, mine de rien, ta capacité à analyser quelque chose duquel tu sors finalement assez récemment, de manière assez proche, j'espère que tu es sorti de la salle, et d'arriver à quand même à trouver des éléments sans forcément en ayant vu le film qu'une seule fois comme ça, à distiller des petits éléments qui sont vachement intéressants. Et voilà, moi je trouve vraiment que tu as une vraie capacité, un vrai talent là-dedans. Et encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je n'aime pas ce type d'exercice à la base, mais je trouve que tu fais partie de ceux qui, pour moi, m'impressionne le plus dans ces exercices-là, parce que c'est un exercice que je trouve extrêmement difficile et que je considère moi étant complètement incapable de le faire, parce que moi je fais vaguement des sortes de trucs à chaud qui sont pas des trucs à chaud sur ma chaîne, c'est en fait ces trucs que j'ai vus, les films que j'ai déjà vus 2 fois avant, ou alors j'ai écrit des trucs, ça fait une semaine que je le cogite, c'est jamais vraiment à chaud. C'est comme le truc qui est marqué fait maison dans un resto et que c'est surgelé. Moi, c'est un peu ça en fait quand je fais de la critique à chaud, c'est du surgelé. Et voilà, c'est un peu ce truc-là. Et voilà, je suis très impressionné par cette capacité que tu as à faire passer ça, et puis ta passion. Donc, ça me paraissait. Et puis, je pense au-delà de ces questionnements-là un peu plus généraux, pardon. Il y a effectivement cette passion qu'on a quand même en commun pour Carpenter. On a déjà parlé de Carpenter avant et ensemble. Et je crois puis aussi, on fait régulièrement au passage des petits duos sur nos chaînes respectives, notamment sur la filmographie qui ne s'achève pas et qui ne s'achèvera jamais de Takashi Miike sur ta chaîne. Et un petit peu, on parcourt le cinéma de genre français sur ma chaîne. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord. Et ça, j'aime bien par rapport à Nico, on est souvent d'accord, mine de rien. On parlait d'Anthropolis, on est souvent d'accord. Et avec Julien, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord, parce que ça témoigne donc d'une approche qui est différente, mine de rien. On a des points, des atomes crochus, si je puis dire, cinématographiques, mais aussi des points divergents. Et je trouve ça toujours intéressant de pouvoir en discuter. C'est bien d'avoir d'un entourage sur YouTube qui est d'accord et sur lequel on a beaucoup de points communs, mais c'est aussi génial, je trouve, et peut-être même plus parfois génial d'avoir des gens sur lesquels on est en désaccord sur des choses, parce que ça ouvre le dialogue, le débat, etc. C'est très bateau ce que je dis, la manière dont je le dis, mais c'est très sincère, et voilà pourquoi, en fait. J'espère que j'ai bien résumé, mais...
Mais alors, avant que Jus de Melon prenne la parole, juste préciser que l'intitulé des vidéos dont tu parlais, Romain, Oui. C'est impro ciné critique. Et Oui. je pense que le terme impro est très important. Déjà, Oui. c'est le premier mot, donc ce qui veut dire beaucoup de choses. Et tu en es à la 1820, 1820 et quelques. Ouais. Mais du coup, tiens, en aparté très rapide, aujourd'hui, je la nommerai plus, enfin, je ne mettrai plus le mot critique dans mes vidéos, justement. Mais bon, c'est le nom de l'émission. Ah, bah tu vois, c'est donc. Non, mais tu vois, c'est comme ça qu'on évolue aussi. C'est pas vraiment des critiques que je fais. Si je fais des critiques, ce serait avec le recul et tout. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Après, il t'a fallu quand même 1820. Enfin, je veux dire, c'est un peu lent la détente non plus. Il y a un moment, il faut quand même t'asseoir. C'est l'épiphanie. C'est l'épiphanie, mais sans la galette. Hein. Alors, il s'avère que. Merci, Jules Melon, en tout cas, d'avoir répondu présent à l'appel. Merci, Romain, parce que là, je suis déjà très touché et très ému par ce que Romain a dit. Donc, voilà. Merci, Romain, et merci, Samir. C'était très sincère. Merci, Samir, d'organiser aussi ces moments-là. Ouais. Je t'en prie. Tu es venu avec un film de John Carpenter. Je crois que c'est le 13e ou le 14e. Si on compte les 2 téléfilms d'avant, ça va être le 15e peut-être, je pense. Un film qu'il a réalisé dans les années 90. Ça, c'est très important. On en parlera très certainement de cela. Je crois, et je vais regarder mes fiches. Oui, c'est ça. 95. Pardon. Voilà, j'ai fait une erreur. En fait, je voulais que tu l'entrée en matière. Voilà. Donc, quel est ce film et surtout pourquoi ce film? Alors, ce film, c'est L'Antre de la folie, ou en version originale, In the Mouth of Madness. Titre anglais américain, du coup, qui a beaucoup de sens par rapport aux influences du film. Alors, pourquoi celui-ci? Alors, j'aime beaucoup le cinéma de Carpenter. Bon, comme tous les cinéastes, il y a des œuvres qui me touchent plus que d'autres. Je ne sais pas si c'est le meilleur Carpenter, parce que ça ne veut rien dire, mais c'est celui qui m'a le plus fasciné, déjà à la découverte, et puis aussi, et surtout, j'ai envie de dire, c'est ça qui est intéressant, aux différentes relectures. Et alors, j'ai pas découvert Carpenter avec, j'ai dû découvrir Carpenter comme beaucoup avec Halloween sur M6, un petit peu le soir où il faut pas trop regarder ça, parce que, attention, hein, mais bon. Mais c'est parmi les premiers Carpenter que j'ai vus, probablement sur M6 lors d'un jeudi de l'angoisse. J'imagine que ça a dû être dans ce cadre-là, fin années 90, il y en avait encore. Et c'est un film qui m'a bluffé instantanément pour son côté fiction-réalité, le côté méta, mise en abîme des choses. Je suis fasciné depuis toujours par ce côté, on triture la fiction et la réalité, on ne sait pas trop où on en est. Des films de cette époque, par exemple, il y a eu Last Action Hero peu avant. D'ailleurs, quand on y pense, c'est presque l'effet miroir de Last Action Hero, mais bon, ça, peut-être qu'on y reviendra ou pas, mais bon. Et ce genre de film-là, c'est marrant parce qu'au début, je l'abordais en mode ah oui, alors ça me triture le cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi? Comment on théorise? Et avec le temps, au-delà de la théorie, on ressent surtout la psychologie derrière, les messages qui... Bon, déjà, le côté horrifique à la Lovecraft. J'aime beaucoup Lovecraft aussi en tant qu'auteur, pour ses écrits, hein, pas forcément pour l'homme qui était derrière. Mais c'est passionnant aussi, Lovecraft, de voir pourquoi il a écrit ça. L'horreur est partout, le mal est partout, hein, potentiellement. Et il y a un truc là-dedans, pour moi, c'est à date, toujours, la meilleure adaptation Lovecraft. Alors, c'est pas une adaptation de Lovecraft, hein, mais c'est le film le plus Lovecraftien qui ait pu être fait. Et pourtant, c'est du pur Carpenter. Et après avoir visionné tous les Carpenters, on peut se dire presque que c'est un Carpenter ultime, mais c'est aussi parfois du Carpenter différent. C'est un film que je trouve fascinant et passionnant parce qu'avec le temps, on se rend compte aussi qu'il a voulu beaucoup dire de choses sur l'industrie du cinéma et de la fiction, de la création au sens large avec ce film. Et tu le disais, Samir, années 90, c'est très important de le situer là. Et pour beaucoup, d'ailleurs, c'est le début. Après ce film, ce sera la chute pour Carpenter, pour beaucoup. Hein. Donc, c'est un film que à chaque fois que je le revois, j'ai quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a Sam Neill aussi. Alors, Sam Neill, Jurassic Park avant. Donc, déjà, il y a Sam Neill dans le film. Le casting en tant que tel, j'ai tellement de choses à dire sur le casting. C'est David Warner, il y a eu Titanic. Il y a quand même John Glover, que j'aime beaucoup. C'est un acteur très secondaire. C'est le responsable de l'asile au début, que j'avais adoré dans Gremlins 2, et qui sera réutilisé ensuite dans Réalité de Quentin Dupieux, qui fait clairement référence à L'Antre de la folie. Réalité étant aussi ce genre de film qui me fascine, qui mélange fiction et réalité, on ne sait plus trop où on en est, mais
derrière, il y a des choses. Bon, tu as Charlton Heston, tu te demandes ce qu'il vient faire là. Je suis pas sûr que Charlton Heston et Carpenter partageaient les mêmes idéaux. Et c'est marrant de le retrouver là, justement, dans un rôle peut-être que Carpenter veut dénoncer aussi derrière. Je pense pas qu'il l'ait choisi par hasard. Et tu as même, alors ça c'est génial, Vigo des Carpates dans le film. Les Carpates de SOS Fantôme 2. Et c'est une de mes premières peurs à l'écran. Donc quand j'ai découvert ce film-là, j'ai l'impression qu'en fait, j'aurais pu faire le casting du film. Et si j'avais eu l'outrecuidance d'être un auteur de fiction, j'aurais pu écrire ce film, peut-être. Mais bon, d'ailleurs, c'est pas Carpenter qui écrit le film, et c'est ça qui est passionnant aussi, parce qu'il a carpentérisé un scénario qui n'était pas de lui, et ça se sent. Donc c'est un film qui est passionnant pour beaucoup de raisons, je pense. Est-ce que Romain, tu rejoins ce que dit Juste dans son rapport à ce film, à l'antre de la folie, et puis surtout, toi, comment tu le situes, toi, ce film, même si c'est un cinéaste, on le sait, qui est ton préféré, mais est-ce qu'il a fallu du temps pour le dompter, ce film, si tant est on dompte les films? Je trouve que c'est un film qui est parfaitement, effectivement, tu disais, Julien, tu disais, il y a ce mix, effectivement, entre Lovecraft qui est très présent, mais que Carpenter est capable totalement capable d'injecter sa patte à l'intérieur de ce truc-là. C'est un pur film de Carpenter. D'ailleurs, ça s'inscrit globalement quand même dans ce qu'il appelle la trilogie de l'Apocalypse, qui comporte The Thing, donc en 82, le Prince des Ténèbres, donc en 87, et pour le coup ici l'entre de la folie. Et on pourrait intégrer effectivement en 2005 La fin absolue du monde, c'est Red Burns, qui est l'épisode qu'il a réalisé pour Masters of Horror, qui finalement fait énormément écho parce que le final est quasiment le même en fait. Donc et l'histoire, la structure narrative est à peu près la même, sauf qu'on transpose de la littérature au cinéma. Mais finalement, c'est la transformation, la mutation, elle a déjà lieu à la fin de l'entre de la folie quand le bouquin de Sutter Kane est adapté au cinéma. Donc c'est quelque chose de quasiment nécessaire en fait qui arrive avec La fin absolue du monde. Alors, La fin absolue du monde, elle est discutable en termes de mise en scène parce que finalement c'est un peu moins intéressant parce qu'en plus c'est un format télévisé, il y a un budget qui est moindre, etc. Mais les deux films restent passionnants en fait sur le fond. Moi, ça a été immédiatement en fait avec The Thing. Je pense que c'est mes deux films de Carpenter que je préfère parce que c'est forcément peut-être je mettrais peut-être finalement Prince des Ténèbres, c'est-à-dire la trilogie de l'Apocalypse dans sa globalité, qui doivent être pour moi trois des films qui m'ont les plus terrifié, qui sont pour moi un vrai carburant, un cauchemar en fait continuellement, parce que c'est des films. Moi, j'aime ce cinéma parce que c'est aussi de la série B. J'aime ce cinéma qui a ce côté maladroit parfois, qui se plante sur certaines choses, mais qui a une forme de générosité et puis une sorte de radicalité. Et puis pour le coup, politique des auteurs oblige, c'est du vrai. Enfin, pour moi, c'est du vrai Carpenter. On sent Carpenter, ça suppure de Carpenter de partout. En fait, c'est un film qui est d'une cohérence absolue avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et c'est ça que je trouve très fort. On a parlé un petit peu hier quand on parlait de New York 97, du côté western. Il est présent aussi ici. C'est ça que je trouve incroyable. C'est que dans un film qui, pour le coup, s'éloigne énormément de ce qu'il y avait jusqu'alors, de ce qui pourrait être un western. Mine de rien, le film, la ville de Hobbs End, c'est une pure ville de western. C'est limite, il y a un moment où ils explorent la ville, il n'y a pas une Dust Bowl qui est en train de traverser la route. C'est dingue de retrouver ça. Il y a des assauts, comme il y a toujours chez Carpenter. Le motif de l'assaut, il le décline continuellement. Rio Bravo oblige, etc. de Hawks, dont on a parlé un petit peu hier. Là, il y a l'assaut de l'église byzantine dans laquelle se planque Sutter Kane. C'est aussi l'assaut de la rationalité par l'irrationalité qui prend le pouvoir sur la rationalité et qui fait que l'irrationalité devient la norme dès lors qu'elle envahit, qu'elle contamine. Et ça, je trouve ça, tout le fond sur ça hyper intéressant. Et finalement, en fait, pour faire du lien avec le western, c'est un véritable film sur la frontière. En fait, c'est ça que je trouve génial, c'est-à-dire que ce passage, pour moi, le carburant à cauchemar, qui est la séquence sur la route avec ce vieux qui passe en vélo, qui est une séquence horrible. Pour moi, c'est un truc qui m'a fait cauchemarder très longtemps. Il y a cette idée de passage d'une frontière et de révéler que cette frontière, qui est typiquement le fantastique, est un espace, est un territoire qui est lui-même sans frontières. Et donc, on est entre ces deux. Tu parlais de porosité entre la réalité et la fiction. On est effectivement dans ce territoire qui marque la frontière entre fiction et réalité. Et ce territoire, on se rend compte qu'il n'a pas lui-même de frontières. Et je trouve ça vraiment terrifiant, quelque chose de vertigineux dans la folie. Et effectivement, tout ça, pour moi, effectivement, fait écho à Lovecraft, évidemment. En fait, c'est ce territoire qui est une frontière sans frontières, qui sépare finalement la réalité de la folie. Je trouve ça incroyable. Et je trouve que ce film-là, malgré tous les petits défauts qu'on peut voir, effectivement, il y a quelque chose d'un basculement dans la carrière de Carpenter à ce moment-là. Pour moi, c'est son dernier chef-d'œuvre. Ça ne veut pas dire que ce qui suit n'est pas bien.
On a parlé de Los Angeles 2013, moi, qui est un film que j'adore aussi. Vampire, c'est un film que j'adore également. Ghost of Mars, c'est un film pour lequel j'ai une énorme tendresse. Qui sont pour le coup des films d'ailleurs qui se rapprochent énormément du western et qui sont des westerns. Pour moi, il y a quelque chose où c'est son dernier immense film qui est pour moi un film qui est capital dans l'histoire du cinéma. Donc je sais pas si je réponds très bien à ce que tu dis, à ce que tu demandais, Samir, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Et j'ai découvert assez jeune dans le film. C'est un film qui m'a tout de suite fasciné. Et c'est un film que je vois. Alors peut-être pour l'anecdote, c'est un film que je vois au moins 2 fois par an, au moins, depuis une dizaine d'années, parce que j'ai une tendresse infinie pour ce film-là. Quand on parlait d'Evil Dead, de trucs doudou, c'est aussi un film au-delà de la fascination qu'il procède chez moi, de cette exploration, de ce territoire sans frontières que je ne vois nulle part ailleurs. Il y a quelque chose d'extrêmement aussi rassurant dans ce truc-là. C'est à la fois terrifiant et profondément rassurant. Et j'aime me retrouver dans ce lieu-là. J'aime suivre Sam Neill, ce cow-boy de la rationalité, pour prendre l'idée du western. Et c'est génial parce que pour rebondir aussi sur le motif Carpenter, on a aussi ce héros, anti-héros solitaire, perdu un peu. Enfin, on a toujours cette figure, évidemment New York ou Los Angeles, clairement ça, un petit peu. Enfin, il est même hors d'une certaine réalité. Enfin, il est dans sa réalité cartésienne à mort. Il a ce côté un petit peu cynique, etc. J'ai revu il n'y a pas longtemps Invasion Los Angeles, on est en plein dedans aussi. D'autant plus que ça, They Live pour la version originale, d'autant plus que la critique d'une certaine société capitaliste, elle est là aussi clairement dedans. C'est là où c'est du pur Carpenter aussi, parce que les auteurs à succès, oh là là, oui, attention, coup promo, machin, il faut que ça se vende, et toute cette file de futurs lecteurs qui sont là, qui s'empilent, avec la fiction qui devient la nouvelle religion, si ce n'est pas le nouveau lecteur qui devient la nouvelle chair, pour faire référence à Vidéodrome. Il y a plein de trucs là-dedans qui sont passionnants, et oui, c'est du pur Carpenter. Et c'est un Carpenter qui, justement, à l'image de son héros, a tendance à avoir une vision cynique des choses, mais aussi dénonce le cynisme de la société à travers son héros qui fait souffrir. C'est peut-être la première fois que Carpenter fait autant souffrir son héros dans un film, quand on y pense. C'est vrai qu'il est extrêmement sadique vis-à-vis de son personnage principal. Oui, mais qui le rend bien, parce que quand des fois, on peut se dire, tu vois, c'est surécrit, mais c'est ça qui fonctionne. Et là, mais non, c'est pas la réalité, c'est des acteurs jusqu'au bout, limite. Il y en a un qui tue un enfant, il dit, oh, c'est quand même un acteur et tout. Non. Moi, j'adore cette idée-là. Et je pense que Carpenter, peut-être qu'on y reviendra après, Samir, et je pense qu'il avait ça en tête, mais le début de la chute de Carpenter derrière, ce film-là, c'est presque un testament du, voyez maintenant comment on fait de la fiction. C'est compliqué, on ne croit plus en rien. Je vous balance ça, vous en faites ce que vous voulez derrière. Et puis même Los Angeles, ensuite, quand on y pense, c'est la continuité du... c'est une forme de fin, quoi. Mais c'est une apocalypse, finalement. Il y a une forme d'apocalypse de la fiction qui est... Et cette idée, effectivement, c'est un peu l'apocalypse de la fiction. Ou la réalité qui s'effondre dans la fiction, quoi. Ouais, tout à fait. Et qu'on ne veut plus voir les choses... Je pense qu'on a un Carpenter désabusé, là, dans ce film-là. Et il donne tout. Parce qu'il sait qu'à terme, quand même, juste après, il fait Le Village des damnés, qui est un film qui est correct en soi. Mais on sent que c'est fait sans la véritable passion derrière, qu'il a accepté le projet pour gagner sa vie, quoi. Il le disait même, lui-même, je crois qu'il avait dit, pour payer mes prochaines vacances au ski ou un truc comme ça. C'est terrible quand même. C'est terrible. Il est cynique, et c'est intéressant parce qu'il est devenu, dans une certaine mesure, tout ce qu'il dénonce, et en même temps, son cynisme est le carburant de la dénonciation. Et c'est hyper intéressant. Il y a tout ce truc-là sur le fait, effectivement, qu'on ne veut plus voir en fait le personnage, on ne veut plus voir cette fiction, on ne veut plus voir ce fantastique. Moi, la séquence pour moi qui est la plus géniale dans le film, c'est ce moment où il est en train de lire les bouquins de Storken pour la première fois et qu'il va s'essuyer les yeux et qu'il dessine quasiment les lunettes de They Live, en fait, finalement, qu'il a ces 2 traces d'encre sous les yeux. Et à ce moment-là, il voit sur les couvertures qu'en découpant, il voit à ce moment-là. Ça y est, il porte les lunettes de They Live. Il y a toujours cette question du regard, du point de vue qui est hyper importante. On parlait de ça dans New York 97 hier aussi, avec le fait que Snake Plissken soit borgne aussi. Il y a toujours ce truc-là, et je pense qu'effectivement, il y a cette vision de se dire, comme tu le dis, que la fiction, c'est l'apocalypse de la fiction. On n'y croit plus. Plus personne n'y croit, et lui, à terme, effectivement, est-ce qu'il y croit vraiment par la suite? On ne sait pas vraiment toujours. Et la vision aussi, voir la vraie réalité derrière les choses dans Invasion Los Angeles, quoi. C'est vraiment... Au Prince des Ténèbres aussi. Pas Prince des Ténèbres, pardon. Prince des Ténèbres, c'est plutôt la vision de l'extérieur, là. Non, c'est pas Prince des Ténèbres, c'est... Oh, j'ai un trou de mémoire. They Lived. Oui, Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles, avec ces lunettes qui révèlent la vraie face
c'est son film le plus politique, peut-être. Mais dans ce film-là, L'Antre de la Folie, est-ce qu'il y a aussi, ou peut-être même ailleurs, dans ses précédents films, je ne sais pas, est-ce que c'est un des films où Carpenter questionne énormément aussi la position du spectateur de l'époque? C'est la façon dont le spectateur commence à consommer les œuvres. On le voit avec cette file d'attente, de toute façon. Parce que ça se termine quand même sur quelque chose d'assez... c'est l'idée de... c'est Aujourd'hui, important. on veut... Enfin, c'est particulier parce qu'en même temps, on veut plus trop croire, mais on croit en des choses qui... C'est particulier parce qu'on peut se poser la question de ce qu'il veut dénoncer à ce niveau-là. Mais bon, déjà, évidemment, quand on les voit tous s'agglutiner pour être les premiers à avoir, c'est quand même quelque chose qui a super bien vieilli quand on y pense. Quand on a vu les années d'après la queue pour le prochain iPhone, les jeux qui sortent et tout, il y a déjà cette idée-là. Mais ce délire de consommation ultime aux États-Unis, on l'a déjà de toute façon dans Invasion Los Angeles. Hein, il faut consommer, il faut tout ça, tout ça. Donc il y a ça et l'idée de se plonger dans une fiction pour oublier la réalité peut-être aussi. Et quitte à en subir la folie ultime parce qu'on ne peut plus vivre dans ce monde. Il y a peut-être ça derrière. Et à côté, on a le personnage de John Trent qui visiblement ne lit pratiquement pas, qui est un assureur cartésien ultime, détective, qui rationalise mais tout au point de... Enfin, il en est mais irréprochable dans son métier, quoi. C'est le gars qui a aucune émotion, aucun cœur. C'est presque un chasseur de primes de la réalité, en fait, si on veut. Et tu as ces deux mondes qui s'entrechoquent. Et je pense que c'est deux extrêmes que Carpenter veut à la fois essayer de réunir, mais ça ne marche pas, d'où l'Apocalypse. Je pense que c'est avec ce film, Carpenter, enfin, déjà, il prend le scénario de base, et il a voulu montrer son regard sur le monde. Et on sait que Carpenter, bon, il se sentait déjà plus à l'aise dans cette idée de monde hyper consumériste. Et même au niveau de la fiction, il sentait qu'il commençait à perdre le mojo. Et quand bien même, hein, avec par exemple Jack Burton, il a eu ces terribles démêlés avec Hollywood où il était désabusé de cette histoire-là, de ce monde-là. Et tu as l'impression qu'à la fois avec ce film, il convoque l'envie de la création ultime, la liberté totale de créer quelque chose de fou, ce qu'il fait avec ce film, avec la mise en abîme finale, mais en même temps, le fait que, comme c'est fait à la chaîne comme ça crée une certaine folie parce que les gens ne sont plus, en fait, se déconnectent de la réalité avec une mauvaise fiction qui va les rendre complètement cinglés. C'est intéressant parce que je pense que à ce moment-là, Carpenter, il est un peu entre deux eaux dans sa vie, dans son cinéma. Et je pense qu'à travers ce film, il essaye même de se questionner un peu lui-même, je pense, à cette époque. Ce serait intéressant de voir ce qu'il dirait aujourd'hui de ce film, par exemple. Je ne sais pas si c'est réexprimé sur ce film, parce que je sais qu'il ne parle pas énormément de ses films, après Carpenter. Mais ça serait intéressant de voir ce qu'il en pense aujourd'hui. Je pense que, de toute façon, il l'a dit, je crois, il y a peut-être une dizaine d'années, que c'est peut-être son film préféré. Ça en dit long, je pense. Mais c'est vrai qu'à l'époque de la sortie, je pense qu'on a un Carpenter qui se questionne et qui se perd volontairement dans ce questionnement en allant au bout du bout. Il faut savoir que, certes, il reprend un scénario, mais la fin, c'est lui qui l'a imposée. Et cette fin, elle est absolument géniale. Parce que, bon, réalité-fiction, on s'en fiche, folie, pourquoi pas. Mais à la fin, on a le personnage de Sam Neill qui visionne le film qu'on vient de voir et dont il est le personnage et l'acteur à la fois. Et je pense qu'avec ce message-là, Carpenter il avait dit, voilà, moi je fais la fiction ultime, là. Je fais la fiction dans la fiction, je vais au bout de mon truc. Allez vous faire voir. C'est un petit peu l'idée aussi. Et c'est vrai que l'apocalypse finale... D'ailleurs, j'aime beaucoup... Le plan en soi, le film en soi n'a pas une réalisation extraordinaire dans le sens... voilà. Mais il y a un plan à la fin, avant qu'il aille au cinéma, où il sort de l'asile. Il est seul dans une immensité vide. Là, on a du pur western apocalyptique, par exemple. Et c'est là où son personnage va rentrer dans l'ultime réalité qui est en fait le fait qu'il n'existe pas. Je pense que Carpenter lui-même, il dit là, vous voyez, je suis au bout de mon truc. J'ai été ultime peut-être, mais maintenant peut-être que je n'existe plus. Je ne sais pas.
je pense qu'il y a de la psychanalyse à faire derrière sur l'état de John Carpenter à l'époque, avec cette fin en tout cas. Mais à toute la question, tu disais sur finalement la responsabilité aussi qu'un auteur a vis-à-vis de ses personnages. En fait. Parce que quand on révèle véritablement en fait, que John Trent, il apprend qu'il est un personnage de fiction, qu'il a été créé par Sutter Kane dans une certaine mesure et qu'il ne fait que suivre le destin que ce personnage a tissé pour lui, je trouve que ça nous amène finalement, nous spectateurs, si à nous poser la question, sommes-nous ce que nous sommes véritablement? Je trouve qu'il y a quelque chose de métaphysiquement extrêmement profond en fait sur se questionner sur notre statut de création, mais aussi sur notre statut de créateur et les responsabilités qu'on a vis-à-vis de nos créations. Et je pense que Carpenter à l'époque se pose aussi cette question-là en fait de sa responsabilité de cinéaste, de créateur, d'artiste vis-à-vis de ce qu'il crée. Et du niveau du point de vue aussi du spectateur, je trouve qu'il joue énormément là-dessus parce que le fantastique, c'est ça, cette confrontation entre un point de vue biaisé, irrationnel sur la réalité et un point de vue rationnel. Ce qui est intéressant, c'est que John Trent, effectivement, comme tu dis très bien, c'est l'ultra-rationnel et c'est le rationnel qui est tellement rationnel que ça devient un rationalisme irrationnel. Ouais, parce qu'à un moment donné, on le regarde et on se dit, mais tu as effectivement, comme tu disais tout à l'heure, tout devant les yeux, il se passe des trucs de dingue devant toi, mais tu es encore en train de supputer que peut-être derrière, il y a une explication rationnelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, spectateurs, on l'accepte parce que ça pourrait paraître ridicule. Ce mec, il lui tombe des monstres devant lui, mais il arrive toujours à trouver une explication rationnelle. Donc, au niveau du contrat avec le spectateur, au niveau de la suspension consignée à crédulité, ça peut être problématique. Mais là, non. On nous pose ce personnage-là et on nous le montre non pas comme étant une sorte de repère rationnel. On demande justement que ce type-là, dans sa rationalité, s'aliène et devient complètement irrationnel. Et donc, on accepte son comportement vis-à-vis des choses fantastiques, extraordinaires qu'il est en train de voir. On accepte qu'il ne le croit pas parce qu'on comprend immédiatement qu'il est irrationnel. Et je trouve ça hyper intéressant de jouer là-dessus, en fait, de nous montrer ce personnage-là qui est extrêmement ambigu, extrêmement paradoxal dans son approche du monde. Et au passage, le spectateur, il nous met dans cette posture-là de le fantastique, ce que dit Todorov, c'est l'hésitation. Et nous, spectateurs, on est continuellement dans l'hésitation de ce qu'on est en train de voir. C'est très intéressant. Il y a un truc que je trouve tout bête, mais qui irrigue tout le film, c'est que Sutter Kane, il l'explique à un moment donné quand John Trent revient dans la réalité. Il lui explique que sa couleur préférée est le bleu. Donc il y a toute une séquence où la colorimétrie change et tout devient bleu autour de lui. Et en fait, on se rend compte que depuis le début, le générique de départ est en bleu. Donc on est déjà parti dedans. Et le bleu est toujours présent, tout le temps. Il est présent depuis le début. Et donc on est déjà dans cette fiction que l'on retrouvera à la fin, que John Trent est en train de regarder. Le film, pour moi, nous indique déjà finalement qu'on est en train de regarder un film. La chute de cette révélation du film dans le film, elle est déjà présente dans cette typologie bleue du générique. Je trouve qu'on est déjà dans le monde de Sutter Kane, notre perception est déjà biaisée par Sutter Kane et par extension à Carpenter. Sutter Kane étant finalement une sorte de mix entre Carpenter, Lovecraft et King. Oui. Et il s'amuse un petit peu à jouer avec ça. Sutter Kane, Stephen King, si on le dit vite, on se mélange. C'est marrant parce que cette scène du bleu dans le bus, le rêve dans le rêve, parce qu'il y a deux scènes dans le film où il rêve deux fois et tout. La fameuse citation d'Edgar Allan Poe au début de The Fog, la vie est un rêve dans le rêve. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que la vie ici, techniquement, elle n'existe plus vraiment. Et voilà, ce que tu dis sur l'aliénation, c'est génial parce que ça rejoint tout ça. C'est l'aliénation par le réel ultime, donc de la société, de cette Amérique qui n'aime pas. On l'a vu dans They Live, on le voit là, on le voit ailleurs, Snake Plissken, enfin bon bref, on va pas faire toute la liste. Et l'aliénation aussi par la fiction, où ces gens se perdent dedans. C'est-à-dire qu'il y a peut-être qu'il questionne, du coup tu le dis, oui, son rôle de créateur, Carpenter, et se questionne au point où son alter ego, si on veut, Sutter Kane, qui est le créateur ultime, qui se prend pour Dieu, déjà il est dans une église, zéro subtilité, mais on accepte le zéro subtilité dans ce film, parce que justement, il y a une mise en scène dans la mise en scène. Et bien même ce créateur, c'est un imposteur en soi. Enfin, il est dicté, sa création est dictée par donc ces monstres Lovecraftiens derrière, qui, voilà, ils le disent. C'est eux qui me dictent tout, ils le disent directement. Donc même l'aspect créateur ici est factice. Ça qui est fort. Et puis il questionne aussi la créature. John Trent étant la créature. Et paradoxalement, les créateurs sont les créatures, si on veut, même si le terme du coup créature ici ne va pas, les monstres en fait, qui viennent d'ailleurs. On ne sait pas d'où, mais les monstres, on ne les voit pas beaucoup. On les voit vite fait. Et ça a pris, je crois, je ne sais pas combien de jours de tournage et des semaines de création pour voir. D'ailleurs, c'est génial. C'est le genre de truc qu'on ne peut plus faire, quoi. On n'est pas dans la démesure non plus d'un Chimino sur la porte du paradis, mais le genre de truc, on va faire des animatroniques dans tous les sens pour les voir, quoi, 5 secondes, vite fait.
c'est le meilleur hommage qu'on puisse faire à Lovecraft, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des créatures, on ne peut pas les décrire, on va les voir vite fait, et puis vous en faites ce que vous voulez, quoi. Je pense que Carpenter, il est vraiment allé au bout, là, avec le budget minimum qu'il pouvait avoir. Il est allé au bout du délire. Et je pense que oui, c'est un film sur l'aliénation complètement. Et sa propre aliénation aussi, il se la questionne. Je pense que quand il a vu ce scénario, il s'est dit, bon allez, je vais frapper fort sur un truc là. J'ai besoin, je me défoule. Bon après, de toute façon, je pourrais payer mes vacances au ski avec le village des damnés. Autant aller au bout, etc. Et le fait qu'il fasse une suite à New York 1997 derrière, c'était pas anodin non plus, je pense. Je pense mais avec le recul, pardon, tu allais dire quelque chose, Romain. Non, je t'en prie, ça vient. Non, parce que j'allais passer pas à autre chose, mais un peu dans la continuité, mais peut-être que si tu veux développer, répondre non, mais en tout cas rebondir sur ce que vient de dire Jus, je t'en prie, et puis moi je poserai la question juste après, c'est pas... Il y avait ce côté où la trilogie de l'Apocalypse, mine de rien, est intéressante parce qu'elle scande en fait la carte de Carpenter. Je trouve ça intéressant, c'est des moments importants, je pense, de sa carrière qui sont scandés par ça en fait. The Thing, c'est vraiment son premier film de studio qui est un cataclysme, qui est une apocalypse pour Carpenter, dont il ne se remettra malheureusement jamais. Il y en a plein qui considèrent que peut-être Carpenter, s'il avait réussi ce passage-là, serait devenu peut-être, ou se serait vu confier des projets tels que il serait peut-être le Spielberg, à la hauteur de Spielberg actuellement. Oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est en fait parce qu'il n'a pas eu de succès public. Oui, voilà. C'est ça où... Parce qu'on a tendance à l'oublier, ça, mais il l'a pas. Ça a été un... Et en termes de critique aussi. Et en critique, c'était une catastrophe aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il avait été accusé d'être un pornographe de la violence par rapport à ce qu'il avait fait, ce qui est quand même une aberration totale. Donc il y a cet échec-là total. Il y a effectivement Jack Burton derrière qui a son deuxième truc qui se vautre aussi terriblement. Et donc il revient avec le second volet de la trilogie de l'Apocalypse qui est Prince des Ténèbres, où c'est un film où il revient du cinéma indépendant. C'est un film ultra vénère qui est d'une noirceur abyssale, qui est je pense peut-être un de ses films les plus noirs. Et on revient un petit peu, effectivement, quelques années plus tard, il a le temps de se remettre un petit peu sur pied. Alors, il reste toujours cynique, il reste toujours dans ce regret, parce que même quand on lui dit, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, The Thing est quand même un film qui est célébré, par exemple, il dit qu'il s'en fout parce que c'est trop tard, de toute façon. Et vous avez effectivement ce moment-là avec ce truc un peu, effectivement, comme tu dis, ultime, qui est l'Entre de la Folie, qui est ce point d'orgue pour parachever cette petite saga ou cette petite trilogie, où effectivement, tu as l'impression qu'ils mettent tout dedans. Il balance tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'en tant que créateur il a posé. Il se pose des questions sur lui, sur sa carrière, sur sa manière de traiter ses créatures, ses créations. Et à partir de là, effectivement, il y a une sorte de rupture. Et il y a ce truc un peu étrange où il y a une forme de délitement progressif. Alors, il y a des trucs, moi j'aime beaucoup Los Angeles 2013. Je disais tout à l'heure, j'adore Vampire, etc. Mais je trouve que c'est des films où il revient finalement sur des moments. Moi, c'est cette impression-là. J'ai l'impression d'un retour un petit peu en arrière chez Carpenter où il revient sur des moments clés, sur des éléments clés, sur des thématiques clés de sa carrière qu'il va retravailler de manière intéressante. Mais je trouve que c'est ce qu'il a poussé vraiment ultimement dans l'Entre de la Folie. Pour moi, c'est vraiment un truc qu'il ne pourra pas dépasser. Et il y a peut-être à la limite cette petite incursion qui est la fin absolue du monde dans lequel, effectivement, la mise en scène n'est pas foncièrement peut-être à la hauteur, mais c'est quand même hyper intéressant et je trouve qu'il twiste encore davantage le questionnement qui s'était posé dans l'Entre de la Folie. Voilà, c'était juste pour ajouter ce dessus. Et c'est marrant parce que je fais une dernière parenthèse là, sur le fait que là, il arrive, il est au haut de la boucle, en fait, si on veut, et ça renvoie à cette scène sur la route, hein, quand on y pense, cette route où la boucle avec le petit garçon qui est en fait un vieillard qui ne peut pas sortir, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que le vieillard, tu peux imaginer, avec la chevelure blanche, tu peux imaginer Carpenter, si tu veux, tu peux aller loin dans la psyché du truc. Là. Ça, c'est une scène qu'il a dû écrire, à mon avis, en plus du scénario de base. À noter que c'est Hayden Christensen qui joue le petit garçon. Ce sera Anakin après. Enfin, bon, il y a pas mal d'histoires. Et c'est vrai qu'il y a cette idée de là. D'ailleurs, il insiste bien sur la boucle. Il y a un moulin, il y a la roue du vélo qui tourne. Là, il questionne. Je pense que voilà, il se dit à ce moment-là, moi, je suis perdu dans une boucle. Hein. C'était mieux avant, non, l'avenir, non, on revient avant. C'est intéressant ce que tu dis, Romain, du coup, parce que tu as vraiment l'impression que cette scène qui est centrale au film, c'est un peu la scène qui va représenter ce film qui est centrale, pas vraiment centrale à sa filmographie, du coup, parce que là, on est plutôt vers le début de la fin. Mais je pense qu'il y a des trucs qui sont de l'ordre du subconscient. Je pense pas que j'imagine mal Carpenter dire bon là je vais écrire la boucle, putain, le petit garçon qui devient vieux c'est moi en fait. Non,
Je pense qu'on est dans l'inconscient et tout, mais c'est intéressant à voir ça comme ça aujourd'hui, je pense. Et puis bon, passage le plus grand passage horrifique d'ambiance, quoi. Parce que faut savoir, L'Antre de la folie, c'est à la fois un film d'ambiance horrifique, sans gore et tout, ambiance de film horrifique avec des monstres, ambiance de la peur du réel, etc. C'est un film qui regroupe à peu près toutes les formes d'ambiance, à part le gore ultime. Encore, hein. T'as même le body horror à un moment. Il y a des choses qui fait des effectivement un horreurs petit peu à ça aussi, effectivement. dans Carpenter, tu as toutes les formes d'horreur, selon moi. Même une horreur que Lynch appréciait beaucoup. J'ai vu Lost Highway le même jour où j'ai revu L'Antre de la folie. C'est un pur hasard, mais j'ai vu des trucs. Serait-ce que le motif de la route et le côté boucle, la folie psychanalytique potentielle, etc. C'est fou comme des fois. Pourtant, je pense pas que Lynch était plus fan de Carpenter que cela et l'inverse, mais c'est des gens qui avaient les mêmes obsessions au final, notamment face à l'industrie aussi. Comment vous pouvez expliquer l'ouverture du film, qui est assez surprenante par rapport à l'aspect de la musique, qui est Carpenter, et c'est un élément de... Alors toi, je suis sûr que Jumelon, tu étais heureux, mais... c'est du Metallica, hein. La composition, c'est du Metallica. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que dans ce film, il y a... Alors on sait tous, hein, on le sait, on en a même parlé hier d'ailleurs, dans l'émission consacrée à New York 1997, la manière que Carpenter a, en plus de composer lui-même sa musique, ou alors parfois ils sont deux, mais en tout cas il est toujours à l'origine de quelque chose au niveau musical, et c'est un excellent compositeur, mais c'est un pléonasme de dire ça aujourd'hui, mais c'est surtout un élément de mise en scène. Sa musique est un véritable élément de mise en scène. Et alors on va me dire, oui, Ennio Morricone, c'est la même chose, ou d'autres, mais là on est devant un compositeur cinéaste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va donc installer, ou alors faire dialoguer les images qu'il a pensées et fabriquées, entre parenthèses, parce qu'il y a un DOP, mais bon, voilà, avec la musique qu'il compose. Et donc, dans celui-ci, dans L'Antre de la folie, j'aimerais savoir, est-ce que il se passe des choses beaucoup plus différentes avec ses précédents films au niveau de, non pas de la composition, j'entends bien, je veux juste parler entre le dialogue, entre les images qu'il crée et la musique, qui est peut-être, oui, qui est un peu différente de ce qu'on entend habituellement. Alors, parce que les années 90 aussi, j'imagine, mais qu'est-ce que ça donne au film de plus dans sa mise en scène? C'est de la musique d'ambiance surtout, hein. À part l'intro rock. Oui, à part l'intro rock. D'ailleurs, l'intro, on te met du bien rock, limite métal, pour bien te dire, je vais vous mettre un petit coup de poing dans la gueule, avec cet aspect d'ailleurs, on imprime, comme ça à la chaîne. Donc là, il imprime pas la légende, hein. C'est pas John Ford de toute façon. Carpenter, c'était plus Howard Hawks. Je crois qu'il a aimé un peu John Ford quand même. Mais bon. Et puis après, c'est de l'ambiance. Après, c'est de la musique d'ambiance qui colle parfaitement à la folie ou cette limite entre réalité et fiction. Je pense que même c'est l'un des rares Carpenter où il utilise une musique qui est assez en retrait d'ambiance. Je suis d'accord. Je trouve ça très intéressant, qui contraste totalement avec le thème du film, qui est bien bourrin dans ta gueule. Et on pourrait se dire, bon, après, peut-être que dans les films d'après, il y a moins de thèmes marquants. C'est faux, parce que dans le film d'après, qui n'est pas son meilleur, hein, Le Village des damnés, pour moi, il y a une de ses meilleures compos. C'est le paradoxe d'ailleurs. Limite, il était plus. J'ai l'impression dans Le Village des damnés qu'il était plus. Il a mis plus d'application à la BO qu'au film en lui-même. C'est très étrange. Mais oui, non, la musique est discrète. Je sais pas ce que tu en penses, Romain, mais on est parfaitement dans l'ambiance d'une horreur un peu sur l'indicible et sur la folie, quoi. Donc pour la musique, ouais, je trouve que ce que tu disais, Julien, par rapport à la musique, c'est qu'effectivement, je pense on sent à ce moment-là, en fait, il y a des BO géniales. Évidemment, je suis fan de la BO d'Halloween, je trouve qu'elle est incroyable. J'aime beaucoup la BO d'Halloween 2 aussi, qui n'est pas pour le coup de Carpenter en tant que tel, mais la musique est de Carpenter. J'adore, tu parlais d'Ennio Morricone tout à l'heure, ce qu'il a fait pour The Thing, mais aussi parce que c'est co-composé, si je puis dire, avec Carpenter, parce qu'il y a une partie aussi qui est carpenterienne. Mais je trouve qu'effectivement, dans L'Antre de la folie, il y a quelque chose d'un peu plus, effectivement, je suis assez d'accord, en retrait, en fait. Mais finalement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière aussi de se mettre en retrait musicalement. C'est que la musique est vraiment là pour servir la narration. Il n'y a pas effectivement il y a le thème qui est le générique d'intro et le générique de fin, évidemment, qui est ce riff de guitare que je trouve beaucoup trop cool, le riff de guitare.
Mais globalement, en fait, le reste est très discret. C'est pas forcément quelque chose qu'on retient. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça soutient parfaitement ce qui se passe à l'écran. Il y a une sorte de vraiment je trouve, de parfaite adéquation, de parfaite harmonie entre ce qui se passe et la manière dont il met en scène le film et cette musique qui est, encore une fois, beaucoup plus, parfois même, qui est très proche plus du sound design que de la musique à proprement parler. Et c'est ça qui rend le film très crispant, très angoissant, en fait. Ça ajoute ce truc-là, en fait. Une musique extra-diégétique, je trouve que c'est intéressant, mais parfois, pour moi, ça me fait sortir parce que parfois, j'ai tendance effectivement à me fixer sur la musique extra-diégétique parce que potentiellement, elle peut me plaire ou alors parfois, elle peut me déranger ou parce que parfois, elle est en inadéquation avec le rythme du montage, en inadéquation avec la mise en scène en tant que telle. Et ce que je trouve très intéressant ici, c'est qu'il y a une totale harmonie entre les deux qui fait que on oublie la musique, mais au bon sens du terme, si je puis dire. Parce qu'on l'oublie parce qu'elle est parfaitement en adéquation. Alors, moi, j'oublie pas, effectivement. Je sais je l'ai montré il y a quelques mois à mes élèves de terminale en ciné. J'aurais montré Anne de la folie, ils ne l'avaient jamais vu. Et en écoutant le générique, il y a 3 élèves qui sont devenus instantanément fans de la musique de Carpenter. La semaine suivante, ils sont venus me voir en disant on a écouté tout Carpenter, c'est génial. Donc, effectivement, je pense que ça peut rester et c'est fort. Par contre, effectivement, le reste est beaucoup plus discret, mais pour de bonnes raisons et discret. Et en fait, en même temps, c'est discret tout en n'étant pas discret parce qu'en fait, c'est présent et ça soutient la mise en scène. Il y a encore une fois une harmonie entre eux. Donc, c'est très présent, mais on l'oublie en tant que. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on est dans une présence absente pour prendre ce qu'est Michael Myers. Une présence absente. Il est à la fois dans le cadre tout en étant absent du cadre. C'est un peu la même chose sur la musique de l'Entre de la folie. C'est une forme de présence absente. Elle est là, tout en étant absente, ou elle s'absente pour laisser place à la mise en scène, mais elle la soutient en même temps. Voilà, il y a ce sorte de paradoxe dans cette musique, mais que je trouve, moi j'adore la musique de l'Entre de la folie. Mais c'est pas par exemple comme celle d'Halloween ou de New York 97 ou autre que je pourrais écouter à l'extérieur. Je trouve que c'est vraiment indissociable de ce qui se passe à l'image. D'ailleurs, j'avais juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Est-ce que c'est le fait, est-ce que cette utilisation discrète traduit chez Carpenter le refus total de renforcer quelque chose qui est déjà assez chaotique, et donc parce que ça parle de la folie, et si sa musique était moins discrète, ça donnerait ça serait perturbant en fait, j'imagine, voire même parfois grotesque. Ça serait quoique le grotesque peut être intéressant aussi, mais je veux dire, ce serait perturbant, ce serait comment je pourrais dire ça, ça n'aurait plus de sens. Est-ce qu'il y a de ça? Ah, moi je pense que c'est ça, c'est-à-dire là pour le coup c'est un film dans lequel, alors je trouve que Carpenter d'ailleurs le fait jamais vraiment, il surligne jamais ses effets par le son en fait. Et je trouve que là il y a ce truc là effectivement où vraiment c'est poussé à son paroxysme. Je trouve que là il y a une forme de perfection là-dedans. C'est que là effectivement aucun effet n'est surligné. Tout passe de manière extrêmement fluide et cette musique effectivement. Alors quand tu parlais du grotesque, je trouve que dans l'Entre de la folie, il y a du grotesque. Mais moi, je trouve ça intéressant quand justement on est sur ce fil, cet équilibre qu'on doit maintenir. En dessous, on a une sorte de gouffre du ridicule et Carpenter est suffisamment habile. Cette apparition des monstres, elle peut avoir quelque chose de foncièrement grotesque en fait. Mais moi, je prends ça pour vraiment une qualité. On est entre le malaise et peut-être la jouissance de voir cette cohorte de monstres très Lovecraftiens qu'on n'arrive pas à discerner véritablement. C'est un peu proche de The Thing, hein, sur cette idée-là où on est proche du grotesque. Et je trouve qu'on a bien vraiment ce truc-là. Et je trouve qu'effectivement, la musique n'en rajoute pas. Et c'est ça que je trouve intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, par rapport à ça, ou si tu voulais rajouter. J'étais en train de réfléchir à un truc en même temps. Il utilise très peu, Carpenter, dans ses films. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, parce que je n'ai pas tout en tête là. De la musique intradiégétique, genre, tiens, un groupe qui va jouer à la radio. Or là, Christine, un peu, mais c'est normal, c'est lié à la période. Si je ne me trompe pas, Romain. Donc Christine, oui. Donc Christine, oui. Voilà. Yeah. C'est en plus avec la voiture, oui, c'est vrai que. Yeah. Et là, il en utilise avec les Carpenters. Oui. C'est-à-dire que la musique douce, à un moment que le docteur met pour calmer la folie et tout, il met les Carpenters. Et le personnage principal qui va dire oh non, pas Carpenters. Et là, clairement. Là, il est en mode je sais qu'il y en a qui vont le dire encore Carpenter, il va nous saouler avec ce film d'horreur. Et tu as l'impression qu'il questionne le fait qu'il devient has-been et qu'il. Rien qu'avec ça. Les Carpenters, quoi. Il aurait pu choisir n'importe quoi d'autre. Mais attends, j'ouvre une parenthèse et ensuite.
vous y répondez si vous le voulez, mais après, bien évidemment, Jules, la musique, c'est important. Voilà, tu réponds par rapport. Mais j'ai une petite parenthèse là, comme ça, parce que tu nous dis ça, c'est vrai, c'est génial. Moi, je trouve que c'est une vanne fascinante. Mais est-ce que ça veut dire aussi beaucoup de qu'est-ce que je suis aujourd'hui avec parmi tous les films d'horreur on va dire de la nouvelle génération, je suis quoi aujourd'hui dans les années 90 quand je fais ça? La question, à mon avis, alors là, c'est pire aujourd'hui. Hein, non, mais en 90, il est là, il doit se dire oh, je dois être has-been. Parce que déjà, depuis 2 ans, tu as eu quand même la déferlante Jurassic Park, CGI, etc. Donc, tout effet pratique commence à disparaître. Il y a un certain Phil Tippett qui commence à sombrer dans une forme de folie. Il va commencer à créer son Mad God qui sortira 30 qui est sorti cette année. Enfin, il y a 2-3 semaines. Voilà, c'est ça. En France, en tout cas. Donc, il y a ça. Donc, il arrive là en disant bon, moi, je vais vous proposer un film d'horreur qui est à l'ancienne, tout en étant conscient que je suis dans les années 90. Et là, on en rejoint. Alors, c'est marrant parce que la transition est très facile à faire. Sur les effets du film, c'est que des effets pratiques, sauf que on a quand même quelques effets qui ont été réalisés, je crois, par ILM, hein, de George Lucas. C'est quand même assez amusant. Donc, un qui est absolument extraordinaire. Il y a un effet vraiment CGI, c'est donc Sutter Kane, le créateur qui n'est pas créateur, qui se déchire comme ça, révélant derrière la vraie origine, donc l'origine Lovecraftienne, etc. Et là, on est en plein dans l'utilisation du CGI pour dire, vous voyez, là, la création maintenant. Et ça, je pense que ça veut dire beaucoup aussi. Parce que ça, je crois aussi que Carpenter l'a voulu, cette scène-là. Alors, soi-disant parce qu'il y avait une autre scène qui était trop compliquée à réaliser par rapport au budget. Mais je pense qu'il s'en est amusé. Justement, il s'est dit, ah bon, le budget, c'est trop cher. Bon, on va faire un petit commentaire sur les effets spéciaux, là. Et il se déchire, le créateur se déchire derrière les effets spéciaux. Et les monstres derrière qui arrivent, en fait, les monstres derrière, c'est peut-être l'industrie cinématographique, hein, les monstres Lovecraftiens, hein, quelque part. C'est cette nouvelle consommation du cinéma, enfin des auteurs qui veulent gérer le blockbuster, etc. Remarque, il a connu les années 80, Carpenter, quand même. Les années Reagan, il n'aimait pas. Hein. They Live, c'est vraiment l'anti-cinéma réganien absolu, par exemple. Bien là, avec les effets numériques, etc., il les utilise pour dire, bon, bah, l'auteur, le créateur va se déchirer, va disparaître derrière. Je pense qu'il y a ça aussi. Donc, on en revient un petit peu, Carpenter, années 90, je suis has-been. Je pense qu'avec ce message-là, il est en mode, bon, je les utilise là, mais regardez le message que je fais passer, quoi. Ah, puis il y a quand même un écho. Oui. C'est juste pour dire, il y a quand même un écho aussi. Enfin, pour moi, il y a un film qui sort donc 2 ans plus tard, qui va jouer sur le même système de traiter la mise en abîme et de traiter aussi une approche qui est quand même, pour moi, cynique. Du genre, attention, il y en a qui disent que c'est ironique, mais moi, c'est un film qui m'énerve, même si je l'aime bien un peu quand même, mais il m'énerve profondément parce que tout ce qu'il a fait, le mal qu'il a pu faire au cinéma d'horreur, c'est Scream de Wes Craven, qui sort quand même 2 ans plus tard, qui, pareil, un petit peu comme le fait Carpenter aussi, met à nu, si je puis dire, les rouages d'un genre horrifique, à sa manière, d'une manière différente, certes. Moi, je trouve de manière moins subtile, moins profonde et moins intelligente que le fait Carpenter ici. Parce que pour moi, ce personnage aussi de John Trent, c'est foncièrement effectivement tous ceux qui vont arriver dans le cinéma d'horreur dans les années 90 et moi je trouve que c'est un petit peu ce qui est devenu Wes Craven dans une certaine mesure, c'est-à-dire quelqu'un qui produit aussi de l'horreur de manière extrêmement cynique en fait, et je trouve qu'il y a aussi ça derrière John Trent, il y a cette approche cynique du cinéma d'horreur. Alors je sais que je suis très très mauvaise langue avec Wes Craven, notamment Wes Craven au début à partir de 96. Moi j'ai un gros souci avec l'approche qu'il a, et pas parce que Scream est un mauvais film en tant que tel, mais parce que Scream a fait énormément de mal au cinéma d'horreur. Et je trouve que moi, je suis très heureux. Pour moi, vraiment, le film ultime qui travaille véritablement le cinéma d'horreur, qui le questionne et qui met à nu ses rouages, pour moi, c'est L'Antre de la Folie dans les années 90 et non Scream. Parce que l'un témoigne d'un cynisme, mais avec ironie, et l'autre est pour moi définitivement cynique, de tous les points. Mais après, attention, je sais que je vais peut-être pas me faire d'amis, mais je n'aime pas Scream, pas pour ce qu'il est en tant que film, que pour ce qu'il représente à l'échelle du cinéma d'horreur. On voit ce que c'est devenu aujourd'hui, Scream. Hein. Je sais que tu n'avais pas détesté trop, enfin, tu as préféré le 5 au 6. Mais oui, ça devient une franchise maintenant. C'est la franchise, un film par an. Voilà. Un film par an. Il faut franchiser, comme le dirait Nico Ciné.
Bon, je voudrais vous poser une dernière question. Je peux pas ne pas vous la poser parce que tu l'as évoqué, Jus de Melon, au tout début de l'émission. Bah, c'est quand même l'interprétation des actrices et acteurs et notamment Sam Neill. Et j'aurais bien voulu vous écouter plutôt, pardon, sur ça parce que non pas que Carpenter n'est pas un grand directeur d'acteurs ou d'actrices, mais j'ai l'impression que dans l'antre de la folie, alors j'essaie de me souvenir un peu des précédents. Je crois que l'antre de la folie, il se passe quelque chose. Il se passe un truc. C'est tellement visible que ça en devient magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? De cette interprète, de la manière qu'il a eu de diriger Sam Neill, enfin de la manière qu'il a eu de le regarder, et puis ensuite Sam Neill a aussi travaillé énormément là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez original par rapport à ses précédents films? Parce qu'il y a un truc qui me tue quand même, c'est qu'il déconstruit le Sam Neill de Jurassic Park. En plus, le Sam Neill de Jurassic Park, Professeur Grant, c'est le rêveur. Enfin, il est quand même, mais voilà, il va être face à ces dinosaures et tout, puis il va être face à la réalité et tout. Il accepte cette réalité finalement, le personnage dans Jurassic Park. Là, c'est vraiment l'inverse. Et d'ailleurs, je suis persuadé que Sam Neill a pris un pied immense à jouer John Trent. Ça se sent. Il est à la limite du cabotinage. Oui, ça colle bien avec ce personnage qui rentre dans la folie ou qui est trop dans le côté cartésien, etc. Et le choix de Sam Neill est extraordinaire. D'ailleurs, ça va tellement coller à la peau de Sam Neill que je crois que c'est 2 ans après, Paul W.S. Anderson, qui va faire son meilleur film avec Sam Neill, Event Horizon. Et dans Event Horizon, c'est du Lovecraft, c'est du Sam Neill qui pète un plomb, etc. Mais puis comme je l'ai dit, Charlton Heston, l'utilisation de Charlton Heston n'est pas hasardeuse à mon avis. Il a pris cet acteur qui représente une certaine Amérique avec les armes, etc., du vieil Hollywood, machin, pour jouer l'éditeur qui veut à tout prix, qui va éditer La Poule aux œufs d'or, quoi. À la limite, tu as l'impression que Charlton Heston, il a accepté ce rôle en mode, allez, autodérision aussi. Parce que Charlton Heston, je crois qu'il avait quand même un peu d'autodérision, notamment sur la fin de sa carrière. Et puis John Glover, en savant fou au début, on le voit dans Gremlins 2, qui est une sorte de Trump. Gremlins 2, moi j'aime beaucoup, parce que Joe Dante, il a été très visionnaire avec ce film aussi. C'est pas pour rien qu'il a pris John Glover, David Warner, parce que c'est soi-disant un des méchants un peu toujours. Non, là c'est le docteur tranquille. Moi je trouve que le casting il est parfait. Et puis oui, elle y était déjà, mais on a quand même Mrs. Pickman, la tenancière du motel qui est en fait une créature et tout. C'est quand même Mrs. Tremond dans Twin Peaks. Et le côté un peu sorcière, on ne sait pas trop là et tout. Donc je pense que, alors je sais pas s'il a eu le mot final sur tout le monde du casting, c'est un peu compliqué, mais je trouve que c'est un casting profondément génial. Même Vigo des Carpates en père des familles qui arrive pour récupérer son gosse. Et c'est intéressant parce que tu dis par rapport à tout ça, il y a des. Alors moi je pense effectivement, moi j'ai interprété comme ça en le revoyant, Charlton Heston, je trouve ça intéressant parce que c'est un truc qu'il y a dans la fin absolue du monde où il pose l'idée que l'art peut être une arme en fait. Et je trouve que faire de finalement Charlton Heston un vendeur d'art qui devient une arme, je trouve que c'est pas anodin et je trouve ça assez marrant. Vigo des Carpates, Vigo Mortensen, Vigo des Carpates, je trouve que ce personnage-là est intéressant parce que j'adore moi le plan où il s'explose la tête au fusil à pompe, qui est une séquence qui ressemble énormément au plan qu'on trouve chez Wolfrida dans le village des damnés original, et où le personnage se suicide, les enfants le poussent à se suicider, et on a ce plan sur le fusil qui tombe, parce qu'on ne voit pas le type se faire exploser la tête. Et je trouve que là, déjà, il y a déjà une annonce de ce qui va suivre, et donc, à savoir 95, son remake. Et je trouve intéressant, pour Sam Neill, moi je trouve que, en le revoyant, en fait, je me suis dit, j'avais vu un film très très nul qui est sorti cette année, qui est Renfield, qui est catastrophique, moi je trouve globalement. Mais il y a Nicolas Cage. Et il y a un truc que je trouve intéressant dans ce jeu. Moi je trouve qu'il y a quelque chose dans cette sorte de cabotinage maîtrisé, ce sorte d'acteur qui est quasiment en roue libre, mais qui il y a quelque chose de ce que je retrouve quand Nicolas Cage est génial en fait à ce moment-là. Moi il y a un plan que je trouve incroyable, c'est le plan final quand Sam Neill est dans la salle de cinéma et qu'il éclate de rire, et on ne sait pas s'il est
dans une sorte de véritable rire sincère, ou s'il est en train de souffrir et qu'il y a une sorte de désespoir en même temps qui ressort, cette contemplation de la fin du monde que nous contemplons aussi dans la salle, puisqu'on le contemple en train de contempler cette fin du monde. Ce regard de la folie dans ses yeux, je trouve qu'il est incroyable pendant tout le film. Et je trouve en plus qu'il y a une vraie variation, une vraie évolution de son personnage, où on a ce personnage extrêmement rigoureux, cynique, très drôle aussi au demeurant, mais qui est aussi assez antipathique à certains moments. Et au fur et à mesure, plus il sombre dans la folie, plus il paraît sympathique. Et ça, je trouve ça intéressant. On disait ça hier pour New York 97, cette prison dans laquelle se passe tout un tas d'horreurs, c'est finalement l'endroit où on est le plus libre. Et je trouve que, mine de rien, cette folie dans laquelle plonge Sam Neill, il y a cette sorte de libération aussi, où cette irrationalité, cet abandon de tous les carcans de la rationalité rend le personnage et le libère dans une certaine mesure. Je trouve qu'il y a toujours cette idée-là, en fait, cette ambiguïté-là dans la plongée dans le mal chez Carpenter, où c'est une plongée à la fois terrifiante et à la fois salvatrice et libératrice. Et je trouve qu'il y a ce moment-là, en fait, où Sam Neill est éructe et en même temps rit, on ne sait pas vraiment où il en est. Et je trouve que son jeu est incroyablement habité, en fait. Il y a quelque chose où je revois un petit peu dans son regard de la folie, ce qu'on trouve chez Zulawski dans Possession, en fait. Il y a des moments où ce regard un petit peu halluciné, je le retrouve un petit peu parce que Possession, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et je trouve qu'il y a quelque chose qui fait écho, en fait, dans ce regard, en plus, ces yeux bleus qui sont très très forts et qui ressortent. Et là, il y a ce trotté hallucinatoire que je trouve incroyable. Et effectivement, ce que tu disais, Julien, je suis assez d'accord, cette idée de déconstruire le personnage du Dr. Grant, qui est ce personnage d'enfant, de grand enfant, qui s'émerveille devant les dinosaures. Et là, ce personnage d'adulte, entre guillemets, un petit peu étriqué, qui refuse de voir ce qu'il est en train de voir. Et moi, je trouve que la scène de la voiture, à ce stade-là, elle est encore hyper intéressante. Je pense que c'est la scène pivot dans le film, la séquence pivot. Où elle est en train de conduire et lui dort, en fait. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il ne peut ou il ne veut pas voir, en fait. D'où la question du tag que Nicolas soulignait d'ailleurs tout à l'heure, hier, sur la question de l'apparition de Delive, au début des livres, qui est un tag, en fait, qui apparaît en fondu enchaîné sur le mur. Là, il y a aussi ce tag qui est aussi important, avec tout le fond sur les laissés pour compte, etc., qui finalement, émane la vérité. Et il y a ce truc avec Aika au début et qui devient I Can See dans la seconde couche du rêve. Et je trouve que voilà, c'est un personnage, je trouve que son jeu est intéressant parce que c'est une sorte d'éveil, en fait, progressif, mais qui est plutôt pour le coup terrifiant. C'est pas un éveil au sens je sais pas, bouddhiste du terme, autre chose. On n'est pas sur un éveil méditatif, mais il y a une sorte d'éveil au sens plutôt négatif. Mais il s'éveille quand même à cette fiction. Je trouve il a un jeu fascinant. Il a un vrai jeu, une vraie évolution, et il est à la fois profondément sympathique, en même temps profondément antipathique, profondément jubilatoire dans ce qu'il est, et en même temps vraiment terrifiant aussi, parce qu'à des moments, il est terrifiant, je trouve aussi. Ah oui. C'était l'antre de la folie, en tout cas la deuxième émission spéciale John Carpenter, avec Romain Rimbaud et ses invités. Voilà, hier c'était Nicolas de la chaîne Artopolis avec qui on avait discuté de New York 1997. Aujourd'hui, c'était l'antre de la folie avec Jules Melon, confrère youtubeur. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, Jules Melon, d'avoir répondu déjà à l'appel, d'être venu et d'avoir pris le temps de nous donner aussi 2-3 choses que tu sais de ce film, pour paraphraser l'autre. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Demain, Kefren Montout, que vous connaissez très bien, qui est venu quelques fois sur la chaîne. Et d'ailleurs, Kefren avait fait un live avec toi, Romain. Alors, c'est aussi peut-être à cause ou grâce, je ne sais pas, on verra. Vous avez déjà peut-être une bribe de réponse, peut-être. Tu nous répondras demain. Et bien évidemment, je ne dirai pas le film, encore qu'on en a peut-être un peu parlé durant cette émission-là, c'est de donner un indice. Demain, rendez-vous avec Kefren Montout pour nous parler d'un film de Carpenter, le troisième émission. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi, Jules. Et puis à très Merci beaucoup, Julien. Et bien évidemment, tous les liens de leur chaîne dans le descriptif de la vidéo. C'est important. Merci à vous. Merci. Génial. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.